Zbor deasupra unui cuib de coach. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generale. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Zbor deasupra unui cuib de coach. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să rămâneți printre coach. Astăzi însă vom merge mult dincolo de limitele acestei emisiuni. Avem în studio un personaj de poveste. Îl cheamă Stéphane Meuret, este francez, trăiește și lucrează în România, dar face ceva pe care foarte puțină lume îl mai face. Scrie poezii. Sunt rari oamenii care mai citesc poezie, sunt și mai rari cei care scriu poezie. Poate că lumea se urățește pe zi ce trece și din această cauză. Am uitat să ne mai plecăm urechea înspre puterea cuvântului. Ne interesează mai mult banii, mărcile de mașini și ne facem modele din tot felul de lichele care au reușit în afaceri și politică. Într-o Românie care nu mai crede în ea, se află o mână de străini veniți din Occident care trăiesc aici și văd partea ei de lumină. Stéphane Meuret e unul dintre ei. A studiat inginerie la Școala Centrală din Marsilia, unde se întâlnește cultura franceză, arabă și africană în clima blândă a Mediteranei. În 2006 a venit în România, unde a lucrat în industria construcțiilor, iar din 2010 se ocupă de o firmă de outsourcing, adică externalizare de servicii. Această emisiune va fi realizată în limba franceză. Stéphane Meuret, soyez le bienvenu dans le studio RFI Roumanie. Vous avez étudié l'ingénierie, vous travaillez dans l'outsourcing, mais la pierre précieuse de votre vie est la poésie. Que vient faire un ingénieur dans l'univers de la poésie? Cher Mirel, je vous remercie beaucoup pour votre invitation parce que c'est toujours un plaisir de parler de poésie et de choses qui sont malheureusement qui ont un petit peu disparu ces jours. Alors, qu'est-ce que vient faire un ingénieur? Moi, je permets de vous parler de mon enfance. D'abord, j'ai eu un père et une famille d'ingénieurs. Tous étaient ingénieurs, et ainsi de suite. Donc, très technique. C'est très important, l'ingénierie, la méthode, la créativité, les mathématiques, et ainsi de suite. Donc, on m'a poussé à être ingénieur, maths sup, maths spé, puis ingénieur. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens parce que je pense que vraiment, dans la vie, la chance compte beaucoup. Et les rencontres nous changent profondément. Et j'ai eu la chance de faire un stage de ressources humaines en deuxième année d'école d'ingénieur qui m'a convaincu que j'étais fait pour autre chose et que j'avais en tout cas une base psychologique différente de celle de ma famille. Et j'ai voulu faire un master de ressources humaines à l'ESSEC à Paris, qui s'est très bien passé, et j'ai commencé ma carrière de RH par la suite. Alors j'écris de la poésie depuis que j'ai 8 ans. Pourquoi j'écris cette poésie? J'ai un de mes frères, un grand frère qui est très différent, qui a fait des études d'archéologie, qui parlait à l'époque le latin, le grec. Et c'est fort quand même, latin, le grec. Des langues mortes aujourd'hui, et qui faisait ça par passion. Très profonde et complexe. Mon grand-père également avait des cahiers de poésie et nous lisait de la poésie pour le réveillon, toujours pour résumer l'année. Et lui donc avait des cahiers remplis de poésie, nous apprenait l'alphabet grec, nous apprenait la mythologie d'Homère, Homère le premier poète des centaines d'années avant Jésus-Christ. Et pour moi, ça a été toujours quelque chose de très lié avec la sincérité de la relation que j'avais pu avoir avec lui, lié avec la passion d'univers parallèle par rapport au monde matériel qui me décevait un petit peu quand je grandissais. Et donc, j'ai commencé à écrire de la poésie dès 8 ans, ce qui était assez jeune. Quand même, 8 ans. Pas Arthur Rimbaud, mais quand même, j'ai commencé à écrire, en tout cas, des mots. J'ai eu la chance de rencontrer aussi, on apprenait des fables de La Fontaine à l'époque par cœur. Il y a des centaines de fables de La Fontaine, et je m'en souviens encore par cœur, Le Corbeau et le Renard et certaines autres, Les animaux malades de la peste, qui sont je pense, c'est à la fois bien écrit, alors je peux encore vous parler plus de poésie, mais c'est intéressant parce que l'art donne à l'enfant, lui montre qu'il existe autre chose, voilà. Et je pense que quand on grandit, malheureusement, les parents n'ont pas toujours le temps. Ils sont pris dans une logistique. On me dit toujours, mais comment vous voulez qu'on ait la vie que les philosophes nous expliquent, nous font voir, que les artistes nous font voir? Moi, je dois payer le loyer, je dois payer l'électricité. Comment je fais ça? Et effectivement, on se met intégralement au service du capital et on n'a pas le temps et la disponibilité nécessaire pour pouvoir voir par-delà. Donc c'est ce qui m'a fait, j'ai continué à écrire en fait plus tard et j'ai découvert des écosystèmes qui existaient de poésie, puisque la poésie n'est pas morte, elle a évolué. On vit une époque où elle est différente, elle est un petit peu en perdition par rapport au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, où elle était vraiment
au top en termes de qualité et de production. Mais aujourd'hui, elle existe encore, elle est peut-être plus simple, un peu plus quantitative, mais il existe encore, je peux vous dire, des écosystèmes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'est adaptée aux médias de son époque, toujours. Elle a été présente un peu dans tous les arts qui peuvent exister. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Je pense que dans la vie d'un homme, il y a un moment où chacun écrit une petite poésie ou peut-être apprend par cœur une poésie pour la dire à sa bien-aimée, tout ça. Mais je suppose qu'écrire de la poésie à 8 ans, c'est quelque chose. Écrire de la poésie à 12 ans, c'est un peu différent. Écrire de la poésie à 16 ans, c'est encore autre chose. À 18 ans, c'est encore autre chose. Et puis à l'âge adulte, on a peut-être une autre approche. Quand on écrit sur le long terme, comme vous l'avez fait, comment vous avez vécu cette expérience de l'écriture de la poésie à travers les divers stages de la vie, quoi? Parce qu'on a des étapes dans la vie. Exactement. Alors comme vous le soulignez, la poésie, en fait, c'est quelque chose qui est... Hugo la définissait comme ce qui est d'intime dans tout, dans toute chose. Dès qu'on atteint l'intimité dans quelque chose, que ce soit une relation ou la propriété, tout ce qui font les étapes de la construction d'un homme, à ce moment-là, on rentre dans la poésie. Il y a d'autres définitions. Moi, je pense que la poésie, honnêtement, elle est très liée à la psychologie de l'individu, et c'est quelque chose qui l'aide. On voit que de nos jours, par exemple, il y a 14 millions de Français qui ont pris des antidépresseurs. On voit que les maladies psychiques existent. On est au balbutiement. Elles sont en progression constante? Elles sont en progression, je pense, parce que la vie est de plus en plus immédiate, le psychisme est de plus en plus violenté. En Roumanie notamment, on peut en parler, mais en Roumanie, le communisme a été quelque chose de très violent pour le psychisme des hommes. Et le capitalisme qui l'a suivi a été également violent. Quand je dis violent, c'est-à-dire sur une période assez courte. Quand il y a des événements très marquants pour le psychisme sur des périodes très courtes, c'est comme quand vous perdez un être cher et que vous le perdez tout de suite. Ben, vous n'avez pas eu le temps de lui dire au revoir pendant 8 mois, et donc psychologiquement, vous ne faites pas ce deuil-là. Et je trouve que donc, la poésie est très liée à la psychologie, puisque le monde moderne a perdu cette relation avec la sincérité, la vérité. Les gens, toute la journée, les gens m'écrivent et me disent « Mais c'est quoi finalement l'amitié de nos jours ?» On voit un narcissisme croissant, on voit les réseaux sociaux qui sont pleins de moi, on voit le surmoi qui a disparu, c'est-à-dire la famille, la religion se soumettait à un certain nombre de valeurs collectives et qui soutenaient un petit peu de la bienveillance et qui soutenaient les autres individus en disant l'autre est bienveillant avec moi et donc j'ai pas besoin d'avoir ce narcissisme comme mécanisme de défense envers lui. Et aujourd'hui on voit que tout ça part un petit peu, se dilue. Et donc, ce narcissisme se grandit, et donc le psychisme des hommes est en quête d'autre chose, puisque le sens de l'existence n'est pas que matériel, vous l'accorderez. Aujourd'hui, quand on parle avec les personnes, quel est le sens de ta vie? Je veux être millionnaire, je veux ceci, je veux avoir la propriété, je veux avoir moi aussi. Et quand on dit, mais c'est une réflexion que tu as eue sur toi-même, c'est ce que le petit enfant que tu as été voulait. Non? Rousseau disait, lorsqu'on va mourir, tous les hommes qu'on a été marcheront les uns derrière les autres, et c'est l'enfant qu'on a été qui marchera le premier. C'est beau ça. Oui. Racontez-nous votre histoire avec la Roumanie. Vous avez vécu à Marseille, au bord de la Méditerranée. Enfin, c'est un carrefour de culture française, arabe, africaine. Mais vous avez choisi de vivre à l'autre extrême de l'Europe, à Bucarest, un carrefour de l'Occident et de l'Orient. Faites-nous comprendre votre choix. Alors j'ai eu mes parents, ont perdu une petite fille, on est une fratrie de quatre garçons, et malheureusement un accident terrible de bateau, mon père a eu une grosse dépression, ma mère aussi, ça a été très difficile à 6 ans, avant que je naisse. Et mes parents voulaient une petite fille, et ils ont eu mon frère Nicolas, et ils m'ont eu moi, donc je porte son nom parce qu'elle s'appelait Stéphanie et je m'appelle donc Stéphane. Et mon père a voulu à un moment adopter une petite fille et a pensé à la Roumanie, puisqu'en 82 à l'époque, les hôpitaux étaient dans des conditions un petit peu difficiles pour tous les enfants orphelins. Et donc ça a duré 3-4 ans, c'était assez difficile de faire une adoption pendant la période de Ceausescu. Et ma sœur est arrivée à l'âge de 5 ans avec nous et était roumaine. Elle s'appelait Carmen et elle a été renommée Karen parce que dans les écoles, il y avait encore vis-à-vis des prénoms étrangers un petit peu de chahutage. Et donc voilà, moi quand on m'a proposé à l'époque, j'ai travaillé comme responsable ressources humaines un peu pour des pays africains et qu'on m'a proposé après avoir travaillé à Marseille de partir à l'international, on m'a proposé de retourner en Inde, d'aller en Angleterre ou de partir en Roumanie et c'était une très belle aventure. J'ai beaucoup accroché avec le responsable d'ici, le directeur général, et j'ai pu grossir la société, venir rejoindre la Roumanie en 2006.
Stéphane Meuret, nous avons environ 4 millions de Roumains qui sont partis travailler en Europe de l'Ouest à la recherche d'une vie meilleure. Vous avez choisi de faire le chemin inverse, quitter la France pour la Roumanie. Je suppose que beaucoup de Roumains se disent ils sont fous ces Gaulois après vous avoir rencontré. Vous dites quoi à ces gens qui vous demandent peut-être souvent mais qu'est-ce que vous êtes venu faire en Roumanie? Alors, en plus, je suis né pas trop loin de Saint-Tropez. Enfin, je suis né dans le sud de la France, dans un beau village, et tout le monde me dit mais C'est qu'est-ce que l'endroit vous... de rêve, quoi. Même les Français rêvent d'y être, quoi. Et les Roumains me disent mais qu'est-ce que vous faites ici d'un point de vue économique. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup investi en Roumanie à l'époque. J'ai choisi de rester. On m'a proposé de partir en Ukraine et dans d'autres zones. J'ai choisi de rester. C'était aussi ma volonté d'être entrepreneur, un peu plus libre, indépendant, de faire des choses avec la vélocité et disons la patte, la plume qui était la mienne. Et de pas faire... le capital a tendance à mettre tout le monde et toutes les choses à son service. Vous savez, c'est un petit peu ça. On parle toujours à la télé de croissance, croissance. Aujourd'hui, c'est la terreur parce qu'on ne va pas atteindre les chiffres de croissance. Et on pense très peu à l'individu, finalement, le fait qu'il perde énormément de temps pour faire des choses qui ne sont pas toujours les siennes. Alors je trouve que la vie marchande est une vie qui peut apporter une certaine satisfaction. D'ailleurs, quand on interroge en ressources humaines, les gens me disent toujours « J'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui, hein. J'ai été là, j'ai bougé, ça m'a apporté de la satisfaction, j'ai passé une bonne journée. » Alors, l'échelle de la vie étant la journée et se dupliquant, ça peut apporter une satisfaction. Or, les orientaux qui voient la vie uniquement comme le commerce ne sont pas les occidentaux, comme vous le savez. Et je pense que de plus en plus, moi je vois arriver des personnes à partir de 30 ans, des cadres qui disent non, le marché, avant 30 ans on est trop jeune, après 40 ans on est trop vieux, il a tendance à m'instrumentaliser et moi j'aimerais exister via autre chose. Ces personnes-là vont très souvent tombent dans ce niveau-là par une souffrance. La souffrance est aussi un vecteur de compréhension de son existence et de qui on est, on ne veut plus perdre de temps. Et moi, c'est marrant, en RH, je demande toujours aux candidats quelle a été leur plus grande souffrance et quand est-ce qu'ils ont souffert. Et tout le monde me dit, oh là là, c'est terrible, la poésie par exemple, c'est triste, la mélancolie. Alors je vais citer encore Hugo, mais Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Mais on voit dans le monde moderne, le manichéisme du monde moderne est terrible parce que on en fait une société américaine où tout est great, tout est bien, tout est parfait. Et cette perfection qui est une illusion en fait, tire l'individu vers une dissonance et une haine de lui-même. Il n'arrive pas à être cette perfection qu'il est obligé de créer artificiellement sur des réseaux sociaux. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. La poésie peut avoir l'air de quelque chose d'obsolète dans un monde branché sur Internet et l'envie d'avoir tout et maintenant. Comment peut-on écrire des vers à l'heure de Netflix et de Google? Alors, la poésie a utilisé tous les médias. Il faut savoir que les rappeurs de nos jours se revendiquent les slammeurs des poètes de l'époque, vous savez. Alors, il y a des bonnes constructions. Je me rappelle quand les albums d'Ayam, des rappeurs marseillais à l'époque, il y a des belles paroles. Mais malheureusement, elle s'est adaptée toujours à ce que la culture des personnes pouvait recevoir. Donc moi, je suis très néoclassique. J'aime la poésie classique parce que dans sa construction, un poème, c'est une somme d'unités de sens qui s'appelle des monèmes et une somme d'unités de sons qui s'appelle des phonèmes. Et comme un architecte, le poème les met les uns sur les autres et on arrive à voir en 3D. Finalement, on met deux dimensions ensemble et on arrive à percevoir quelque chose qui est plus profond que le simple unité de sens qu'on peut lire. C'est pour ça que quelqu'un qui vient avec des préjugés et dit « Oh, mais ça c'est triste, oh, mais ça c'est de l'amour, oh, mais ça c'est léger », ne se rend pas compte que la poésie c'est bien plus que ça. Il suffit de penser aux vers qu'on a dans la tête quand on a grandi et qu'on était petit. Le dormeur du Val, par exemple, il a 2 trous rouges au côté droit. Tout le monde connaît ce poème. Ou alors Ma Bohème de Rimbaud. Je m'en allais les poings dans mes poches crevées, mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Il y a quelque chose, un message universel dans tout ça. Tous les adolescents ont connu cette révolte, cette rébellion, cette volonté de déracinement qu'a suivi Rimbaud par la suite. Il est mort à Marseille, malheureusement, dans un hôpital, le pauvre. Mais tous ces poètes de l'époque, finalement, le temps est une notion qui n'existe pas en poésie. Et vous pouvez trouver une proximité avec un poète du XVe siècle qui sera beaucoup plus grande que la proximité que vous avez de discussion avec votre propre voisin. C'est ça qui est beau dans cet art-là. Vous citez d'autres, et je vais vous citer vous. J'ai cité juste quelques vers que vous avez écrits. Doux Seigneur, ne vois-tu, la langueur me dévore. Je m'épuise aux portes de 2 mondes masqués, la laideur de l'empin, la grâce exhumée, qui inonde éternel rayon de l'aurore. Dans un monde où tout s'accélère, vous faites l'éloge de la langueur. Pourquoi?
Alors moi, je fais l'éloge de la prise de temps. Je pense que l'ennui n'a jamais été aussi méprisé qu'à notre époque. Or, l'ennui est quelque chose qui apporte beaucoup aux hommes. On ne s'ennuie plus. On est sur nos téléphones toute la journée. On n'accepte pas d'attendre une minute. Et donc, je pense que ce travail du psychisme, de descendre du cerveau, qui est une construction de la société, à notre insu, pour aller vers le cœur, qui est le lieu où on trouve les vraies réponses. Les seules questions, en fait, les seules interrogations qui méritent dans cette existence, c'est celles qui sont au fond de nous-mêmes. C'est la seule chose qui est digne d'être comprise. Ce qui est à l'extérieur n'est pas digne d'être compris et on lui accorde 90% de son temps. C'est un bien mauvais deal, comme on dit. C'est un bien mauvais deal. Et donc je fais l'éloge, oui, de la longueur. Je fais l'éloge de l'échec. Je fais l'éloge aussi de la mélancolie, de la tristesse, comme bien des poètes avant moi. Et je vous remercie d'avoir cité ce poème parce que j'ai perdu malheureusement ma maman il y a 2 ans maintenant, près de 2 ans. Ça a été une dépression assez grande pour moi. On tombe de la hauteur de ses sentiments, comme vous le savez, et plus on a des sentiments profonds et plus on tombe de haut. Et on avait une relation, dans la vie on a plein de relations, mais des relations qui ne sont pas forcément réelles. Et on a quelques relations au niveau du cœur qui sont réelles et profondes. Celles-là, on ne les explique pas. Comme disait Montaigne la Boétie, il disait parce que c'était lui, parce que c'était moi. Donc il existe dans ce monde, même si beaucoup de gens sont dans la déception de l'envie, de la jalousie, des moments difficiles, il y a des relations qui sont plus fortes que tout ça. J'avais celle-là avec ma maman, qui adorait la poésie. Elle est partie très vite d'un cancer, comme malheureusement ça se multiplie de nos jours. Et j'ai écrit ce poème sur la longueur parce que c'est vrai que parfois le poète voit dans ce monde-là quelque chose qui ne lui apporte pas assez de réponses et de satisfaction. Ce monde, malheureusement, est très imparfait de ce côté-là. Il nous apporte que des choses dont on n'a pas besoin en tant qu'être humain. Et donc, je pense que, je voulais vous dire, malheureusement, on instrumentalise l'école à sa fonction qui est très bonne, mais on en oublie de dire que l'école empêche les enfants aussi de devenir parfois eux-mêmes, puisqu'on les met dans un système normé, où il faut tous arriver dans un certain nombre de matières à avoir au minimum la moyenne. On leur apprend que la compétition est quelque chose de normal entre les hommes. Cette compétition-là, les met souvent en propre compétition avec eux-mêmes, avec un idéal purement illusoire, comme je le disais. Et elle leur fait perdre du temps, parce que c'est souvent à la première souffrance et à la première chute qu'ils se rendent compte que ça n'a aucun sens de vouloir être le premier, ça n'a aucun sens il faut vouloir être soi-même. Et j'en viens avec cette expression, le mieux est l'ennemi du bien, qui est une expression française qu'on oublie. Vous faites bien de le dire, parce qu'on le voit tous les jours. Le mieux est l'ennemi du bien, et on devrait plus s'interroger à ce qu'est le bien. Le bien pour les autres, le bien pour soi-même, avoir cette bienveillance envers soi-même. On dit toujours que pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je ne pense pas qu'il faut ce narcissisme-là, mais il faut apprendre à se comprendre et à se connaître. Regardez les codes de nos jours, on va à des événements, on est tous invités à des événements plus ou moins économiques. Et à ces événements, on dit toujours qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu produis. Comme si dans la vie, un jour heureux, c'était un jour où on avait vendu quelque chose et on avait produit quelque chose. Mais on demande toujours jamais aux personnes qui ils sont. Et si vous leur demandez, bonjour, qui êtes-vous ? Les gens sont bien... Vous vous rendez compte que peu de personnes ont réellement songé à qui ils sont. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Stéphane Meuret, notre émission tourne autour de l'idée de changement. C'est l'axe du processus de coaching. Je vais vous poser une question directe. Que peut changer la poésie dans la vie d'un homme ? Alors c'est intéressant parce que moi je fais aussi, j'ai été vers la formation, les ressources humaines, le coaching et ainsi de suite pour permettre aux personnes de travailler sur eux-mêmes et réussir leur vie, pas d'un simple moyen économique. Quand vous ouvrez les réseaux sociaux aujourd'hui, que ce soit LinkedIn, ainsi de suite, vous voyez du quantitatif et que les personnes veulent absolument, pour réussir, il faut posséder du capital ou alors il faut avoir un flux de capital vers soi. Et c'est la seule chose. Donc, qu'est-ce que peut changer la poésie dans la vie d'un homme ? Elle le soutient. Je ne sais plus qui disait que la culture, c'est comme un parachute. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Eh bien, je vois, moi, vraiment, en tant que poète, la fragilité de tous les parcours professionnels des personnes qui sont uniquement dans la recherche du progrès. Ces personnes, ce sont des géants au pied d'argile et à la moindre douleur profonde de quelque chose qu'ils n'ont jamais bien compris, il y a un effondrement total. Or, avec tous ces arts tels la poésie qui est quelque chose qui... je vous dis, moi je pense que la poésie est quelque chose qui a un lien avec la vérité, la sincérité. Des choses, la société actuelle a du mal avec ça. On en parlait un petit peu avant l'émission.
La société actuelle, aujourd'hui, tout le monde préfère un mensonge bien habillé à une vérité. Pour perdre des amis de nos jours, il suffit de leur dire la vérité. Pour perdre l'appartenance à un groupe, il suffit de dire un petit peu ce qu'on pense et essayer d'amener un peu de soi. C'est difficile, on est dans un monde où on a un rapport particulier avec cette notion même-là. Donc oui, être toi-même dans ce monde, c'est être engagé peut-être en permanence. Il faut un courage et il faut affronter la possible solitude. Avant tout, la poésie, je pense, quand je parle du firmament, et je parle que les gens sont occupés à se regarder les uns les autres, et que le poète, c'est celui qui voit le firmament, l'horizon, qui voit plus loin que les autres, il se condamne par là, en regardant des choses que personne ne veut, à une certaine forme de solitude intellectuelle, et une certaine forme de solitude physique, puisque, en général, ce sont des gens qui partagent avec eux-mêmes un bout de chemin. Et c'est difficile de le partager dans une notion. Tout le monde attend des rapports qui sont convenus dans les relations de couple, dans les relations familiales, dans les rôles qu'on a dans la société, et ainsi de suite. On vit une certaine forme de décadence de ce point de vue. On n'a jamais été aussi peu ouvert à la diversité, au changement. Quand vous interrogez les jeunes et vous leur dites comment pourrait être le monde, tout le monde le désire un peu plus comme il est. Et on arrive aujourd'hui, je pense comme tous les systèmes qui sont morts de l'intérieur, comme le communisme est un petit peu mort de l'intérieur, les États-Unis et le capitalisme va mourir de ce point de vue de l'intérieur à un moment, enfin comme l'Empire romain, puisqu'on arrive avec des personnes qui pensent tous la même chose, que plus de liberté, plus de capital, plus de plus de fluidisation des transferts, plus d'argent et ainsi de suite, va apporter la paix? Non, je ne pense pas. Quand vous dites que c'est difficile aujourd'hui d'être toi-même en relation avec les autres, ça m'a fait penser à la vulnérabilité. En fait, on a des côtés faibles à nous, on est vulnérable. Mais il y a des gens qui sont en paix avec leur vulnérabilité, avec leur faiblesse, et dans ce sens-là, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes, ils ne se cachent pas. Puis la plupart des gens que je vois autour de moi, ils se cachent en quelque sorte. Ils se construisent une image pour cacher ce côté faible, ce côté vulnérable. Peut-être que la poésie peut nous aider à regarder nos vulnérabilités, nos faiblesses et accepter qu'elles font partie de nos vies. Et comment ça se passe en fait quand vous vous positionnez par rapport à quelqu'un, vous ne cachez pas votre faiblesse. Parce que, soyons francs, je veux dire, il y a des gens qui te disent que j'écris de la poésie, ça les fait rire. Rien que le fait de dire que j'écris de la poésie te rend en quelque sorte vulnérable. Comment vous faites pour gérer cette vulnérabilité aux yeux des autres, je veux dire? Je comprends, c'est très intéressant comme discussion. On associe la poésie à la faiblesse, c'est vrai, à la vulnérabilité. Puisqu'on écrit, on dit toujours, et puis on a des clichés surtout. Aujourd'hui, le moderne est quelqu'un, c'est le comte de Lille qui avait un poème très beau sur le moderne que j'invite les auditeurs à lire, et qui parlait il y a 300 ans de la société actuelle où on sait tout mais on ne sait rien, on désire tout. Le désir, c'est moi qui écrivais ça, c'est l'espoir de l'inconscient. Mais c'est vrai qu'on est plein de désirs du vide. Et la personne qu'on connaît le moins, c'est soi-même, en vérité. Et quand vous parlez de ce masque qu'on met dans sa vie et qui, au bout de sa vie, quand on désire l'enlever, reste figé à notre... J'ai écrit un poème qui s'appelle « Le masque » là-dessus. Et en disant que chaque personne qui mourait à un moment faisait un ange qui s'envolait, finalement. Au jour de sa mort, il y a une certaine forme de vérité qui tombe. Il y a une certaine forme de masque qui s'en va. Malheureusement, il est tard. Il est tard pour dire aux gens qu'on aime les choses qu'on aurait aimé dire. Il est tard pour faire les choix qu'on aurait aimé faire. Il est tard pour regarder l'enfant qu'on a été dans les yeux et lui dire c'est ça que j'en ai fait. Des promesses que tu avais. Et donc, vous disiez, la poésie, c'est de la vulnérabilité. En effet, quand on écrit de la poésie, on écrit ce qu'on a dans les tripes. Et on met ces tripes un petit peu sur la table. La poésie, c'est la sincérité. Et avec une époque qui a du mal avec ça, c'est sûr que c'est pas un art... mais il existe sur des réseaux sociaux des groupes cachés, notamment sur Facebook, de poésie, avec des personnes qui produisent chaque jour, souvent pour faire face à un deuil, pour faire face à un isolement, pour faire face... La société est extrêmement discriminante. Moi, je parle d'eugénisme, personnellement. Je dis que la société, elle essaye de masquer par des actions le fait que les personnes avec handicap, on ne les voit plus. Vous allez dans les malls, vous ne les voyez pas, ces personnes-là.
les retraités, on finira par ne pas les voir. Zbor deasupra unui cuib de coach, cu coach Mirel Bran și Monica Grigoriu. Question pratique, où peut-on trouver vos poésies Je suppose qu'elles sont sur Internet. Alors, une partie de mes poèmes sont sur Internet, oui, sur Ligue des Poètes. C'est une ligue des concours qui s'organise. J'ai une page de poésie qui s'appelle Spleen, qui est un mot qui a été pris par Baudelaire, un mot anglais à la base, qui est qui veut dire de la mélancolie, de la langueur. Et moi, je le vois comme autre chose, le spleen. Je le vois comme la vérité, la sincérité, ce qui était une définition qui n'existait pas à l'époque, sur Facebook. Et j'ai une page qui s'appelle Poésie française, que je partage avec un franco-roumain qui s'appelle Andrei Taverlo, et qu'on essaye de faire la plus vivante possible. Bravo. Vous avez évoqué souvent la sincérité dans votre discours. Vous avez parlé aussi de simplicité. Ça veut dire quoi, simplicité, dans le monde agité dans lequel on vit? La simplicité, effectivement, il y a un certain nombre de valeurs qui se cachent derrière l'art en général et la poésie. Je suis universaliste. Moi, je pense que les choses sont... Rousseau disait l'homme n'est bon par nature, c'est la société qui le corrompt. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cette phrase en disant c'est pas vrai, la société permet d'éduquer, permet ainsi de suite de choses. Mais si on la pense d'un point de vue philosophique, cette phrase est étonnamment vraie, puisqu'elle apporte des normes et des frontières entre les personnes qui n'en ont pas quand ils naissent. Vous mettez deux personnes différentes, des couleurs de peau différentes à la naissance, il n'y aura pas toutes ces choses-là. Donc, et je suis également idéaliste. Alors, je pense parce que je suis Verseau, mais je suis idéaliste. Et l'idéalisme, quand on revient aux philosophies anciennes, notamment grecques, l'idéalisme, c'est le fait de voir que l'objet n'existe pas s'il n'y a pas quelqu'un pour le voir, en fait. Donc, oui, tout un mouvement philosophique. Donc, rien n'existe dans ce monde de matériel sans l'œil de l'individu et sans le cœur de l'individu pour l'interpréter et le voir. Et donc... J'aime bien une image qu'on évoque, je ne sais plus où j'ai lu ce texte, qui dit que, par exemple, vous êtes dans une forêt, il y a un arbre qui tombe, mais si personne n'est là pour entendre le bruit, est-ce que le bruit a lieu? Intéressant. Qu'est-ce qui existe en dehors des choses? Oui, ça... Le bruit de l'arbre, il existe parce que je l'entends, parce que je suis là, mais si je ne suis pas là, l'arbre tombe, mais il n'y a pas de bruit. Et c'est là où vous remarquez que le message que vous recevez par les yeux est assez normé finalement, et faux, ce que disait Saint-Exupéry. Le message que vous pouvez trouver au fond de votre cœur, c'est ce que vous ressentez réellement par rapport aux choses. Le monde évolue un petit peu de ce point de vue-là, parce qu'on essaye moins d'accumuler de la quantité. Je vois de plus en plus des personnes qui me parlent de l'expérience. Vous allez dans le même restaurant 2 fois, les mêmes personnes, la même heure, le même menu, vous aurez une fois une bonne expérience, une fois mauvaise, puisque c'est très... subjectif. Et je pense que l'existence doit être prise, on a tout voulu normer, le temps, alors on travaille toute la semaine pour attendre le week-end, on travaille toute l'année pour attendre les vacances, on travaille, puis un jour on part à la retraite. Moi en tant qu'RH, j'ai mis énormément de personnes à la retraite qui étaient tout sauf préparées à cette période-là, c'est-à-dire de cette rencontre avec eux-mêmes, et avec peut-être les autres. Stéphane Meuret, on approche la fin de notre émission. Une dernière question. Il y a peut-être parmi nos auditeurs des gens qui rêvent d'écrire de la poésie, mais ils n'osent pas. Ils ont peut-être peur d'être ridiculisés par les autres. Vous leur direz quoi? Si vous voulez écrire de la poésie, vous l'écrirez. Il faut savoir que ce n'est pas en refoulant ce besoin-là qu'il disparaîtra. Non, je pense que c'est un besoin profond. Ça veut dire qu'il y a de la vérité au fond de vous et qu'il faut la regarder dans les yeux, simplement. Il y a quelque chose qu'il y a quelque chose de vérité. Et je dis, commencez à écrire, prenez une page blanche. C'est un art majeur, effectivement, parce qu'il part de rien, c'est pas quelque chose de construit à partir des choses existantes. Lisez-en, essayez de rencontrer, d'avoir des clubs de rencontres. Moi, on va essayer d'organiser dans des cafés des lectures de poésie. Moi, j'essaye aussi de travailler avec des enfants. Je reçois beaucoup de jeunes, notamment, vous savez, quand on est... adolescent, on a une partie de soi-même à un moment et on voudrait la vérité puisqu'on est en construction psychologique de son conscient. Et donc il y a des jeunes qui sont dans ce... Je leur réponds sans arrêt sur Internet, ça me prend aussi parfois un peu de temps. Il faut écrire, découvrir l'art, en parler, essayer d'écrire sur soi-même, ne pas avoir peur de ça, du rejet que ça produit.
Donc, cher auditeur, n'ayez pas peur, mettez-vous à écrire tout de suite. Stefan Meuret, vă mulțumim că ați fost cu noi în studioul RFI România. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Stefan Meuret, un francez plecat din Marsilia și aterizat în România, unde se ocupă de afaceri și scrie poezie. Franța a pierdut un poet, România a câștigat unul de limbă franceză. Vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă de la 11:10. Să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în ale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Monica Grigoriu la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe General.